où je me suis dit c'est vraiment fou, il faut que j'en parle. Ce n'est pas un poltergeist, c'est le chat qui est en train de bouger les coussins. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler en cette période d'Halloween du procès des sorcières de Salem. Si vous entendez des bruits de fond ou si vous voyez les coussins bouger, ce n'est pas un poltergeist, ce n'est pas des fantômes, c'est mon chat qui est actuellement en train de dormir entre moi et les coussins. Et si je vous disais qu'il n'y avait jamais eu de sorcière à Salem? Bon bah voilà, un clap de fin, vidéo terminée, il n'y a plus rien d'autre à dire. Non, plus sérieusement, je vais vous parler en détail de cette histoire, mais en premier lieu, je voulais remercier la chaîne Occulture qui a fait une vidéo sur ce procès qui était juste pépite. Je me suis plongée dedans et j'ai halluciné quand j'ai découvert au fur et à mesure ce qui s'était passé dans cette histoire. Ils ont fait des recherches de fous, ils ont vraiment passé beaucoup de temps et ils ont fait une recherche documentaire vraiment hallucinante. Donc je voulais vraiment les remercier pour cette vidéo, elle est vraiment top et je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir si vous voulez avoir vraiment plus d'infos et beaucoup plus de détails sur toute cette histoire. Parce que vous allez voir que c'est un beau bazar cette histoire et je trouve ça vraiment triste quand on voit par où ça commence et où ça finit. Je trouve ça vraiment malheureux pour la mort de tous ces pauvres gens, pour la plupart innocents. Nous sommes à Salem, dans une petite ville du Massachusetts, dans le comté d'Essex. Malheureusement, cette ville est bien connue par rapport à son procès de 1692. Donc en premier lieu, je vais vous présenter l'histoire de la ville de Salem, qui est important car il faut comprendre l'histoire de cette ville, comment elle a été créée, pour après comprendre tout ce qui s'est passé derrière au niveau du procès. Donc Salem est une ville réelle qui existe bien, ce n'est pas juste le prénom d'un célèbre chat, pour ceux qui auront la référence cœur sur vous, parce qu'il va y avoir que des trentenaires là, au moins. Donc cette ville a été fondée en 1626 par des pêcheurs, c'est vraiment une petite ville de pêcheurs. Salem est le premier nom de Jérusalem dans la Bible, qui signifie en hébreu la paix. Quand on sait ce qui va se passer après, le nom n'est plus vraiment super top. Cette ville est fondée sur la rivière Nomling, sur un ancien village amérindien et un ancien comptoir commercial. Salem était à la fin du XVIIIe siècle un port maritime très actif au niveau de la côte est, avec des commerces qui venaient du monde entier. C'était vraiment un lieu très important et charnière. Donc vous comprenez que dans cette ville, il y avait un certain statut, il y avait une certaine catégorie de personnes, car c'était une ville assez riche. Le côté maritime et les ports ont décliné au cours du 19e siècle, mais Salem restait une ville où il faisait bon vivre, qui était agréable. Revenons donc à l'époque qui nous intéresse, dans les années 1690 environ et un peu avant, où en fait Salem était vraiment coupé en deux, où il y avait une partie très bourgeoise, une partie très prospère et une partie un peu plus pauvre, avec un statut social un peu moins élevé, qui était plutôt dans les parties agricoles, avec des personnes qui travaillaient la terre en fait. Ces deux parties se disputaient très régulièrement par rapport aux ressources, par rapport à la religion ou au côté politique. Ces deux parties se disputèrent du coup très régulièrement et on a vraiment une dissonance entre le côté politique, le côté religieux par rapport aux ressources, et il y a pas mal de disputes par rapport à ces sujets-là. En 1689, les villageois vont obtenir l'autorisation de fonder une église. Et il va donc y avoir un révérend qui va être choisi, c'est Samuel Parris, un ancien commerçant. Ce Samuel Parris a des méthodes assez austère, comment dire, qu'il a vraiment un côté très matérialiste aussi et qu'il va essayer de récupérer la terre du presbytère, ce qui va commencer à déclencher des clashs. Beaucoup d'habitants vont vouloir le chasser et ils vont arrêter dès 1691, soit 2 ans après, de contribuer à son salaire, parce que ça se passe comme ça à l'époque. Ce sont des villageois qui vont payer certaines taxes ou
qui vont payer durant les messes, ce qui va contribuer à payer le salaire du clergé, et là en l'occurrence de Monsieur Samuel Paris. Petit détail, mais qui a son importance pour la suite de l'histoire, ce gentil monsieur possède une esclave qui vient de la Barbade et qui s'appelle Tituba. La fille de Samuel Paris, Betty, qui a 9 ans, et Abigail Williams, sa nièce, sont subjuguées par les histoires que Tituba peut raconter par rapport à l'ésotérisme, par rapport à des légendes, la magie, etc. Elles adorent écouter les histoires de Tituba. Est-ce que vous le voyez venir, le bazar, par rapport à ça? Est-ce que vous voyez comment, à partir d'histoires comme ceci, de ce genre de petits détails, ça va partir vraiment très loin. À partir de février 1692, la petite Betty Paris, donc la fille du révérend Samuel Paris, va commencer à faire des crises, à se blottir dans son coin, à parler une langue inconnue, sans raison en fait valable. Abigail Williams, la nièce de Samuel Paris, va aussi à son tour commencer à avoir un comportement assez bizarre, et Anne Putnam, une des amies des deux fillettes, va aussi à son tour avoir ce genre de comportement et de crise assez inexpliquée. Les docteurs et les pasteurs se sentent également impuissants, les petites convulsent, vont avoir des crises, vont hurler sans que ce soit vraiment compréhensible. Je vous rappelle que l'on est en 1692, la médecine, la biologie, la physiologie, la psychologie ne sont pas du tout à la même avancée que l'on a aujourd'hui. Donc du coup, ils vont conclure qu'elles sont possédées en fait. Voilà, c'est la possession et puis c'est tout. Parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre en fait, et que c'est la meilleure explication et au moins c'est classé. Ils vont donc brutaliser ces pauvres petites pour réussir à avoir des informations. Oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une explication plutôt intelligente, donc ils vont les brutaliser, ils vont les forcer à avoir une explication et à dénoncer les personnes qui auraient pu avoir recours à quelque chose pour qu'elles tombent dans cet état. Et vous le sentez venir, hein, les gamines, forcément, quand on vous somme de dire quelque chose, ce sont des enfants, donc elles vont dénoncer en premier lieu Tituba, donc l'esclave, la servante qui vient de la Barbade, de Samuel Paris, et d'autres femmes de l'entourage proche des fillettes, dont Sarah Good, qui est une mendiante, et Sarah Osborne, une femme sénile. Donc ces 3 femmes vont être accusées de sorcellerie. Tituba va donc être arrêtée, torturée, battue, et elle-même, à son tour, pour se protéger, va commencer à dénoncer aussi d'autres femmes. En mars 1692, elle va déclarer que le diable est venu à elle et lui a ordonné de le servir. Est-ce que vous commencez à sentir le bazar que ça va devenir? Parce que là, on est vraiment parti d'un comportement de fillettes qui avaient un comportement incompréhensible et qui ont commencé à dénoncer des personnes comme ça. Et vu l'époque, on ne cherche pas plus loin. Et donc du coup, on part dans un truc vraiment qui va être hors de contrôle. Tituba, pour sauver sa peau, va commencer à raconter des histoires mais rocambolesques. Les villageois vont adhérer à ses paroles et va commencer une chasse aux sorcières en fait, sur des paroles en l'air d'une esclave, d'un révérend qui est un ancien villageois et qui a été mis à la gouvernance d'une église en fait. Enfin pour moi aujourd'hui c'est lunaire, mais à l'époque, allez on y va, on suit et on va chasser des sorcières quoi. Donc les dénonciations vont aller bon train et cela va contaminer mais tout le village. Tout le village va se retrouver dans cette histoire. Les enquêteurs ont juste à écouter les habitants du village qui ne manquent pas d'imagination pour dénoncer leurs voisins. Les accusés vont être jugés et torturés durant des procès mais expéditifs, procès qui vont être tenus dans un tribunal qui a été créé à la hâte et qui est dirigé, je vous le donne en mille, par Monsieur Samuel Paris. 19 femmes vont être pendues
Un des accusés, Giles Corey, qui est un fermier prospère, mais on en parlera plus tard, va subir de la torture. Il va mourir sous des écrasements de pierres car il refusait de plaider coupable. Ce gars est mort parce qu'on lui a posé des pierres sur le corps jusqu'à temps qu'il soit écrasé et qu'il décède. On est à un stade de torture qui dépasse l'entendement. 5 autres personnes aussi vont mourir en prison et un enfant aussi, un bébé. On va faire une petite pause dans cette histoire quand même. On va petite pause un peu plus réflexion à cette époque. Quelles sont les preuves que l'on a pour accuser à mort des personnes en fait? Nous sommes en 1692. On n'est pas du tout comme aujourd'hui avec les empreintes, avec les vidéos, avec tout ça. Nous sommes en 1692. Donc la preuve la plus importante et celle qui a été vraiment prise en compte pour ce procès, c'est la preuve spectrale. Si, je pense que tu as compris. Oui, je pense que tu as compris le délire, mais je vais illustrer mes propos pour montrer à quel point on est dans un stade bien lunaire. La preuve spectrale est basée sur des rêves ou des visions. Cette preuve a été admise pendant les procès de Salem par le juge en chef, monsieur William Stoughton. Magistrat colonial et administrateur, prédicateur pieux, il a passé une partie de sa vie dans la politique et l'aménagement des territoires. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris en fait à ce stade vraiment quelle est la source du problème dans cette histoire, mais moi ça me fait vraiment halluciner. Donc, le spectre d'une sorcière accusée qui apparaissait dans les rêves d'un témoin de l'époque était admis comme preuve. C'est ainsi que des personnes donc témoignaient avoir été agressées, mordues ou griffées pendant leurs rêves et du coup c'était valable comme preuve. La preuve spectrale. Pensez-y pour des prochaines histoires, des embrouilles, des disputes entre couples. Allez-y, preuve spectrale, vraiment on est sur 100% de preuves bien solides quoi. Mon Dieu, si mes rêves étaient pris comme preuve, mais on serait pas rendu les gars. Vraiment, on serait pas rendu. Le 3 octobre 1692, le révérend Increase Mather dénonce l'emploi de preuves vraiment trop légères pour accuser des innocents, notamment le fait qu'on ait donné du crédit très important à ces preuves spectrales. Vraiment merci quoi, il y avait quand même un gars qui, au bout d'un moment, a dit non mais là, est-ce que vous vous rendez compte qu'on fait un procès sur du vent quoi? Et donc il y a un gouverneur, William Phips, qui va suspendre ce tribunal spécial et un peu trop à la légère et le remplacer par une cour supérieure lorsque les jeunes filles possédées, donc Betty Paris, Anne Putnam, vont désigner sa propre femme. Là, le gars, il va se dire, non mais il y a un truc qui va pas, au bout d'un moment, on arrête tout ce bazar, quoi. Donc cette nouvelle cour supérieure ne validera plus les preuves spectrales, merci, et sur les 56 accusés, seulement 3 personnes vont être condamnées, puis graciées par William Phips, et 5 autres personnes en attente d'exécution vont aussi être graciées. Merci. En mai 1693, il va gracier toutes les personnes qui se trouvaient encore en prison et des compensations financières vont être données aux familles des personnes qui ont été accusées à tort. Je vous ai vraiment fait un condensé de cette histoire parce que c'était vraiment beaucoup plus compliqué que ça, mais si on va plus loin dans cette histoire et qu'on le regarde bien, le côté politique, le côté territorial de la ville de Salem, on se rend compte que la ville en fait était découpée en plusieurs parcelles qui appartenaient à plusieurs familles, notamment les Putnam, mais aussi les Porteurs qui se bataillaient en fait les terres. Et vraiment, si on est très simpliste et qu'on fait vraiment un raccourci énorme, on se rend compte que cette histoire a été créée de toutes pièces, que des personnes ont sûrement sommé les filles
de faire semblant d'être possédé pour pouvoir déclencher des choses et derrière juste pour récupérer des terres. Vraiment, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts et des dizaines d'innocents morts, tués dans d'atroces souffrances pour juste récupérer des terres en fait. C'est quand même sournois de fou de faire ce genre de choses. Donc à Salem, il n'y a jamais eu de sorcières, il n'y a jamais eu d'ésotérisme, de choses paranormales. Ce sont juste des enfants qui ont déclenché derrière toute cette histoire pour que les parents ou que la famille récupèrent des terres et des parcelles de terre. C'est tout simplement ça, et je trouve ça fou que des centaines d'années après, Salem soit encore associé à cette histoire et en fait soit encore connu pour tout ça en fait. Ça me fascine et je trouve ça hallucinant. Je vous laisse aller voir la vidéo d'Occulture car ils ont fait des recherches généalogiques sur, en fait, sur ce sujet et pour comprendre toute cette histoire et toutes les connexions qu'il y avait de manière familiale. C'est vraiment fou, hein. Ils ont fait un travail de malade et vous comprendrez du coup pourquoi il y a eu autant de personnes tuées parce qu'il y avait des grosses liaisons familiales et en fait pour vous rendre compte que c'est juste une histoire de territoire et pour assouvir leur puissance et juste pour un ego quoi. Donc pour un ego, pour une parcelle de terre, on en est venu à cette catastrophe et à des centaines de personnes impactées et des dizaines d'innocents tués. Donc j'espère quand même que vous avez réussi à suivre parce que j'ai fait des gros raccourcis et je ne vous ai pas introduit toutes les personnes, etc. Parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Tout ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'on est parti d'un détail et pour moi d'une bêtise et qu'il y a eu un chamboulement et un effet boule de neige et on en est venu à ce qui s'est passé et ce pourquoi Salem est connu. Ça fait partie des villes que j'aimerais aller voir juste pour être dans le lieu et voir un petit peu. C'est vraiment une petite ville. Aujourd'hui, elle existe encore. Il y a toujours des habitants. D'ailleurs, j'ai pu voir que Gaël Garcia Diaz et Jill y étaient. Donc, je pense qu'on va avoir des petites vidéos fort sympas pour Halloween. J'espère que vous avez découvert ou redécouvert, ou si vous vous étiez jamais posé la question parce que vous connaissiez juste Salem, soit par rapport à des téléfilms quand on était enfant, ou alors parce que vous connaissez Salem par rapport au procès des sorcières ou les sorcières de Salem. Peut-être que vous avez découvert qu'en fait, il n'y a jamais eu de sorcières et que c'était un procès tout autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. J'ai adoré faire les recherches, comme d'habitude, moi ça me fait toujours super plaisir de faire ce genre de recherches. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!